Et maintenant, je vais vous demander d'accueillir Anne Gaillard. On passe à la deuxième partie de notre matinée. Alors, Anne Gaillard, elle est chargée de l'urbanisme régénératif et de la bio-inspiration. Vous allez voir, on va prendre un peu de hauteur avec elle, au sein d'un organisme qui s'appelle le CEBIOS, le Centre d'études et d'expertise sur le biomimétisme. Et Anne, ce qu'on vous a demandé comme exercice aujourd'hui, c'est de nous expliquer pourquoi, dans tout un tas d'activités humaines, et évidemment notamment dans le domaine de la protection contre les risques, on a à gagner, en tout cas on aurait à gagner à s'inspirer de la nature, ce qui est vraiment la définition des solutions fondées sur la nature. On vous laisse faire votre présentation, Anne. Bonjour donc à toutes et tous. D'abord un petit mot pour expliquer que mon intervention se situe dans le cadre d'un projet de recherche-action qui s'appelle le Territory Lab et qui est coporté entre l'Institut des Futurs Souhaitables, qui est une école de la prospective, et CEBIOS, effectivement, Centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Et nous travaillons notamment dans la région des Hauts-de-France, dans le cadre d'un projet Bloom avec l'ADEME, qui s'appelle Région des Hauts-de-France, région bio-inspirée. Et donc, sans doute, peut-être, on travaillera avec vous par la suite. Alors, voilà. Le titre s'appelle « Nous resynchroniser avec les matrices de la vie ». Alors, pourquoi? On va effectivement prendre un peu de recul après cette plongée dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que les matrices de la vie? Eh bien, en fait, c'est l'alchimie de tous les éléments qui sont nécessaires pour qu'il y ait la vie sur Terre. Donc, tout simplement, l'air, l'eau, bien sûr, nos sols qui nous nourrissent, et puis tous les organismes vivants, que ce soit les bactéries, les champignons, les plantes et les animaux. Et parmi les animaux, il y a l'Homo sapiens. L'Homo sapiens qui est arrivé il n'y a pas très longtemps sur la Terre. En fait, je ne sais pas comment... la Terre, la vie sur Terre est apparue il y a 3,8 milliards d'années. Et en fait, si on compare l'existence de la vie sur Terre avec l'apparition de l'Homo sapiens, si on compare avec une journée, Sapiens est arrivé il y a à 23h, 59 minutes et 59 secondes. C'est-à-dire vraiment rien. Et pourtant, en un siècle et demi, Sapiens s'est détaché, désynchronisé de toute cette toile de la vie. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que, comme le disait Monsieur le maire, tout est lié, tout est en interdépendance. Et pourtant, en un siècle et demi, on a déséquilibré tous nos équilibres. Et juste pour rappeler que notre planète, elle est faite essentiellement d'eau, que nos océans et nos mers accumulent l'essentiel du réchauffement atmosphérique, que c'est un grand régulateur de climat, que c'est aussi l'accueil d'une biodiversité qui est extraordinaire, et à tel point qu'avec nos forêts primaires, les océans, ce sont les poumons de notre planète. Et puis juste rappeler aussi que la Terre, en fait, elle se situe à 150 000 millions de kilomètres du Soleil, c'est-à-dire vraiment à la bonne distance, pour bénéficier des justes quantités à la fois de chaleur, à la fois de lumière et d'eau favorable, donc favorable à la vie que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, ces équilibres sont perturbés. Et en 800 000 ans, voilà, des équilibres qui sont vieux de 800 000 ans, on a complètement déséquilibré en 150 ans. Donc je ne vais pas rappeler tout ça. Vous connaissez, on en a parlé. Le niveau de la mer augmente. Et ça, c'est lié à deux choses. Avec le réchauffement climatique, les glaciers fondent. Donc forcément, cette eau douce se déverse dans l'eau salée des océans, ce qui fait augmenter le niveau de la mer. Par ailleurs, quand l'eau se réchauffe, elle se dilate, ce qui fait qu'elle augmente de volume. Et en augmentant de volume, les océans qui se réchauffent fait qu'à l'échelle du globe, c'est juste énorme. Et puis, ce réchauffement climatique a un impact direct sur notre biodiversité qui s'effondre, parce qu'une fois de plus, tout est lié. Il y a des espèces qui migrent, des espèces qui meurent, qui n'ont pas le temps, parce que ça va tellement vite qu'elles n'ont pas le temps de s'adapter.
Et du coup, on assiste aujourd'hui à la dernière extinction massive de la biodiversité. C'était celle des dinosaures il y a 65 millions d'années. Et aujourd'hui, nous-mêmes, en tant qu'Homo sapiens, fait partie de cette 6e extinction de masse. Donc si on n'a pas envie de disparaître, on a vraiment tout intérêt à prendre soin de notre biodiversité, prendre soin de ces matrices de la vie. Et donc, on l'a rappelé déjà, la première cause d'effondrement de cette biodiversité, et du coup, en corrélation avec le changement climatique, c'est notre urbanisme, c'est la manière de construire, c'est aussi l'agriculture intensive, c'est aussi la pêche intensive, c'est tous ces éléments qui sont... voilà, donc quelques exemples. On est allé construire trop près des côtes. On a, avec notre système technologique, on a inventé le bulldozer qui a brassé, rebrassé nos sols, nos sous-sols, et même brassé les fonds marins pour construire, pour fabriquer le béton. On a bétonné, canalisé, busé toutes nos rivières. Bon, tout ça, vous le connaissez. Je vais passer, et évidemment, le changement climatique et la biodiversité sont 2 sujets interdépendants, donc l'un ne va pas sans l'autre. Mais heureusement, en même temps, ils offrent des opportunités pour l'avenir. Donc on peut inverser ce cercle vicieux et le transformer en un cercle vertueux. Et les solutions fondées sur la nature sont la traduction très claire, sont les solutions, voilà, pour avancer. Donc, juste un petit rappel, Pierre Rabhi qui nous disait « La nature est par définition le complexe vivant dans lequel l'être humain doit enfin trouver sa juste place, qui ne veut pas être éradiqué par ses propres erreurs. » D'où la nécessité, si nous changeons de mode, si nous changeons d'époque, si on se dit que notre époque industrielle, notre époque du développement industriel, c'est du passé, alors on doit changer de posture, on doit changer de modèle, on doit prendre soin de nos milieux de vie. Et donc passer de l'aménagement au ménagement, c'est-à-dire vraiment prendre soin et repenser nos habitats avec, pour et par le vivant. Donc ça va nécessiter, comme ça a été évoqué juste avant, sans doute, on va peut-être devoir se déplacer, peut-être devoir migrer. Donc ça pose un certain nombre de questions. On va adapter, alors il ne s'agit pas seulement de se dire oui, on va peut-être imaginer des habitats flottants ou des choses, mais se poser la question de si on habite, si on repense nos habitats, comment nos habitats et comment, donc, dans habitat j'entends aussi notre développement économique, etc., comment notre développement urbain peut régénérer, peut être aussi régénératif et être favorable à la biodiversité. Donc effectivement, aujourd'hui, on vit à crédit, et donc on doit faire plus que notre part. C'est comme un compte en banque. Si on est à moins 1000, eh bien l'objectif, c'est pas d'arriver à 0. Le développement durable, c'est déjà dépassé, c'est déjà démodé. C'était le début du 21e siècle. Aujourd'hui, on est dans le régénératif. On doit penser à biodiversité positive. Et donc, en même temps, tout ça, on le sait, mais pourquoi on ne change pas ? Alors, qu'est-ce qui se passe rapidement dans nos territoires ? Effectivement, même si on est entre nous, et donc on voit qu'il y a une abondance créative, une abondance de scientifiques, d'expertise, comme on a pu le voir jusqu'à présent, des solutions, on les a, et pourtant on ne change pas. Pourquoi on ne change pas ? Eh bien, en fait, ce modèle de l'iceberg, qui est une référence d'un neuroscientifique américain, pour comprendre un peu ce qui se passe dans notre société. En fait, on raisonne toujours à la surface de l'iceberg, mais pour pouvoir changer, il faut creuser un peu plus profond pour savoir ce qui se passe, pourquoi on ne change pas. Alors, les tendances qui persistent, on les a déjà un petit peu rappelées. D'abord, il y a une pression toujours exponentielle de notre développement urbain. Et en même temps, il y a donc un exode urbain depuis le Covid, un exode urbain vers les villes côtières. Et à l'échelle planétaire, c'est pas le réchauffement climatique le problème, c'est nos migrations, c'est toutes nos vagues migratoires de toute une population de certains pays qui ne peuvent plus vivre parce que les terres soit sont trop chaudes,
sont submergés, donc il y a ces vagues migratoires et qu'il va falloir accueillir toujours plus de population. Donc comment on fait? En même temps, en France, on artificialise 4 fois plus que l'augmentation de notre population. Et on artificialise 4 fois plus que nos chers voisins européens, notamment les Flamands et d'autres. Donc, attention à cette artificialisation. Par ailleurs, on a toujours cette tendance à mettre en compétition les sujets sur un même territoire. Oui, vous comprenez, la biodiversité c'est bien sympa, mais nous on doit accueillir des usines, des industries, du logement, donc non en fait, on peut pas, en fait si. Aujourd'hui, on ne peut plus raisonner de cette façon-là. Et puis, on a quand même, malgré tout, le réflexe de savoir-faire avec une pratique qui est toujours dépassée. C'est-à-dire, en gros, on verdit un modèle qui est déjà dépassé. On a envie de faire mieux, mais tout en continuant à faire pareil. Et puis, ça a déjà été dit, il y a quand même un cloisonnement, enfin ce raisonnement par silo, avec des limites administratives qui sont importantes, mais je vois que sur votre territoire, vous avez déjà bien avancé sur ce sujet. Les structures sous-jacentes, donc qu'est-ce qui est sous-jacent derrière tout ça? Déjà, il y a un énorme manque de culture sur les sciences et vie de la Terre, sur comment fonctionne. En fait, ça, on voit même dans les écoles primaires, on n'enseigne plus les sciences du vivant, plus personne. Et comme beaucoup de gens vivent en ville, eh ben, on est complètement détaché, déconnecté de notre nature. Donc, comment la protéger si on ne la connaît pas? Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est la complexité de la gouvernance avec une multitude d'échelons administratifs, avec une multiplicité d'acteurs. Donc ça, c'est aussi des tendances qu'il faut prendre en compte. Il y a bien sûr, et ça a été rappelé, l'urgence du temps court. Il faut l'urgence accomplir des choses qui se voient sur le ton d'un mandat politique, alors qu'il y a nécessité d'anticiper. Mais l'homo sapiens, et ça c'est des neuroscientifiques qui l'expliquent, le cerveau reptilien d'homo sapiens n'est pas fait pour anticiper. D'ailleurs, il ne fait que ce qu'il voit. Et s'il ne le voit pas, si c'est pas réel, il faut attendre des catastrophes, il faut qu'il y ait des morts pour pouvoir agir. Alors que le niveau de montée des eaux de la mer, c'est pas si perceptible que ça, à la différence de nos voisins montagnards qui n'ont plus de neige, et il y a certaines stations comme Métabier, 4 années sans neige, eh bien, ils n'ont pas d'autre choix que de changer. Voilà, d'autres choses. Dans nos modèles mentaux, juste pour finir, bien sûr, il y a la valeur argent qui prime. Et donc, pour rappeler Jean-Baptiste Say, qui est l'économiste du XVIIIe siècle, qui disait les ressources naturelles sont gratuites et inépuisables. Et en fait, tout notre modèle est basé là-dessus, et que finalement, le vivant, ça n'a pas de valeur, et qu'on raisonne simplement en valeur argent, alors que la valeur d'usage est extrêmement importante et qu'on n'y prend pas en compte. Et finalement, que ce soit l'océan, la mer, notre foncier, nos sols, c'est une valeur marchande. Et on reste encore dans ce mécanisme-là. Perte de rapport à la terre et à la mer d'ailleurs, toujours une domination homme-nature, une difficulté à renoncer à certains conforts matériels. Si j'ai une maison sur l'île de Ré qui coûte aujourd'hui des millions d'euros, mais comment je peux accepter de me retirer du littoral? C'est juste impensable. Donc comment, en ayant conscience de ça, comment on accompagne ce retrait du littoral, comment on accompagne aussi un deuil collectif, la fin d'un modèle qui s'arrête et on se dit maintenant c'est fini, peut-être faisons ce deuil collectif ensemble et voyons comment on peut se retirer en favorisant ce que vous avez dit depuis ce matin, la coopération. Comment peut-être on fait du troc de foncier, comment on accompagne pour que des individus ne perdent pas tout en devant se déplacer. Donc il y a tous ces mécanismes, toutes ces choses qui sont extrêmement importantes. Et puis on a du mal aussi à accepter l'erreur, accepter de se tromper, et pourtant le vivant a toujours fonctionné par essai et erreur pour avancer et se perfectionner. Donc les solutions fondées sur la nature, c'est une invitation à s'inspirer d'une ressource qui est abondante et complètement inépuisable,
c'est l'intelligence du vivant. En fait, le vivant a mis 3,8 milliards d'années, par essai et erreur, à se perfectionner, et c'est un puits inépuisable, une ressource inépuisable, et les solutions fondées sur la nature, c'est justement cette invitation à aller beaucoup plus loin. Donc voilà, on s'intéresse, l'inspiration des écosystèmes peuvent, donc dans le cadre de ce projet de recherche, nous explorons ce que le vivant peut nous apprendre dans notre manière de nous organiser ensemble. Parce qu'en fait, le vivant a traversé plein de crises depuis qu'il existe, en 3,8 milliards d'années, et il a toujours trouvé des stratégies d'adaptation, de régénération, généralement par plein de stratégies de coopération qui sont extrêmement intéressantes d'aller creuser pour trouver des solutions. Et puis aussi pour optimiser nos flux de matière, d'énergie, d'information. Je vais juste m'arrêter sur cet exemple parce qu'il y aurait plein d'exemples de principes dont on peut s'inspirer du vivant. Un principe, et qui va être totalement en lien, c'est dans tous les écosystèmes vivants, entre deux écosystèmes, il y a toujours des écosystèmes de transition. Il y a toujours des espaces entre deux, des sas de respiration d'un milieu à l'autre. Et c'est là que se situe la plus grande richesse de biodiversité de notre planète, sur toutes ces interfaces. Et en fait, le littoral, tout notre littoral français, et européen et international, est par définition une zone d'interface, une zone d'écotone. Et comme le vivant fonctionne toujours par poupée russe, en fait, c'est un emboîtement d'échelles d'écotones. Donc les marais sont aussi des écotones, les deltas, l'estran, on peut par exemple citer l'estran qui est la partie découverte de la marée basse. Et en fait, ce sont des zones écologiquement extrêmement intéressantes et ce sont des milieux extrêmes. C'est-à-dire que les organismes vivants qui vivent dans ces lieux-là ont cette capacité à passer de milieux complètement secs, exposés au soleil, très chauds, à complètement submergés. Donc, en termes de bio-inspiration, ce sont des milieux vraiment intéressants pour voir comment gérer cette submersion ou alors le manque d'eau. Pareil pour la laisse de mer, et je m'arrêterai là, au niveau de l'estran, il y a ce qu'on appelle, alors sans doute plus de la moitié de la salle connaissent, ou peut-être d'autres ne connaissent pas, la laisse de mer. En fait, c'est tous les débris que rejette la mer et les océans. Donc c'est des débris marins, des algues, et puis petit à petit, ça forme des sortes de matelas assez importants. Et ces matelas, avec le vent va transporter le sable, et ça va constituer progressivement des dunes, et donc ça va être bon finalement pour la morphologie de notre littoral, et aussi bon écologiquement. En revanche, pour bronzer sur une plage, pour des questions touristiques, avoir toutes ces algues, tous ces débris marins qui traînent sur la plage, ça fait pas vraiment très propre, c'est pas très beau, c'est pas génial. Donc on a tendance à les enlever, et si on les enlève, on provoque ce phénomène d'érosion. Donc voilà, par exemple, c'est juste un exemple de comment des processus écologiques sur le littoral peuvent disparaître si on ne comprend pas la façon dont ces matrices fonctionnent, et on peut très vite se retrouver avec des conséquences bien concrètes, y compris pour nos infrastructures urbaines. Donc tout ça pour nous inviter vraiment à repenser notre manière d'habiter au sens large, le sens de l'habitat d'Homo sapiens, avec, pour et par le vivant. Et donc là, je citerai l'UICN, donc qui est l'Union internationale de conservation de la nature, qui nous dit que les solutions fondées sur la nature tirent parti de la nature et de la puissance des écosystèmes sains pour protéger, gérer durablement et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés qui répondent aux défis sociétaux de manière efficace et adaptative, en fournissant simultanément des avantages pour le bien-être humain, mais aussi pour la biodiversité. Et les solutions fondées sur la nature sont loin d'être seulement de la technique, c'est avant tout une philosophie
qui s'inspire donc du vivant. Et dans cette philosophie, il y a 8 questions clés qui sont fondamentales, que là je vais lire et je m'arrêterai là. Ce sont ces 8 questions clés du guide d'appropriation du standard mondial des solutions fondées sur la nature. Donc la première question, c'est à quel défi sociétal répond ce projet? La deuxième question, en quoi ce projet est-il favorable à la biodiversité? Quel type d'actions qui s'appuient sur la nature sont mis en œuvre? Quelle est l'échelle finalement de temps et d'espace de ces actions? Donc là, il y a un peu cet emboîtement d'échelle qui est extrêmement important dans le raisonnement. Et puis, comment sont pris en compte les coûts et les bénéfices potentiels du projet au sein du territoire? Donc ça, c'est extrêmement important. Ça en renvoie à la valeur, non pas seulement monétaire, mais vraiment à la triple comptabilité territoriale. Quelle valeur j'apporte pour la société? Quelle valeur j'apporte pour la biodiversité? Ensuite, la gouvernance du projet permet-elle une association élargie et transversale des acteurs locaux? Donc là, c'est une question pas seulement d'experts, mais c'est vraiment une gouvernance inclusive, contributive, qui amène à hybrider et à croiser les publics. Pas seulement entre experts d'un côté, élus de l'autre, et la population de l'autre, mais vraiment croiser les publics et comment co-construire ensemble. Et puis, le projet est-il conçu de manière adaptative? Et est-ce qu'il est partagé et disséminé? Parce que l'enjeu de l'information, de la transmission de la connaissance, faire connaître, sensibiliser, c'est extrêmement important et ça vient en appui aux solutions techniques, aux solutions fondées sur la nature. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, on avait plutôt envie de vous entendre encore, mais effectivement, le temps passe. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Tiens, je fais un petit sondage impromptu. Ça n'a rien avec le sondage sur le téléphone. Qui connaissez les questions dans les sondages? Vous êtes pas d'accord, plutôt pas d'accord? Qui est plutôt d'accord ou tout à fait d'accord après avoir entendu un exposé comme celui-là? Voilà, j'étais à peu près sûre du résultat. Ah, mais vous parliez tout à l'heure, à l'instant, des populations, des citoyens lambda et de la nécessité aussi d'informer, de sensibiliser. À votre avis, votre exposé, si face à un grand public, est-ce qu'il remporterait la même adhésion? Autrement dit, est-ce qu'il y a vraiment cet effort d'information, de sensibilisation pour faire partager toutes ces idées à faire et qui n'est peut-être pas encore suffisamment fait face à ces solutions fondées sur la nature? C'est fondamental. C'est fondamental d'apporter de la connaissance. Là, nous sommes combien? Peut-être une petite centaine? Il est un petit peu entre nous. Entre nous. Alors que toutes ces informations, tout ce qu'on transmet, mais dans les écoles, les jeunes, les moins jeunes, toute la population a besoin de cette information pour mieux savoir. Sinon, on reste dans des opinions ou dans une manière de penser. Ah ben non, c'est pas propre, j'ai pas envie, etc. Mais si on comprend, si on transmet l'information, alors on embarque la population. Et si on l'inclut, et si on n'a pas une approche descendante en disant je vais vous dire ce qu'il faut faire en tant qu'expert ou en tant qu'élu, mais plutôt de dire comment on fait ensemble. Voilà, je vous offre de la connaissance, je vous transmets la connaissance. Voilà ce qui se passe dans notre territoire. Vous en pensez quoi? Comment on fait ensemble? Ça paraît c'est essentiel. Donc il faut accompagner à la fois la technique et à la fois les transformations culturelles. Merci Anne. Restez peut-être d'ailleurs avec nous pour la table ronde qui va suivre. On va continuer à enfoncer le clou sur ces solutions fondées sur la nature.